Est-ce qu'il y a du son? Oui, c'est bon. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Frédéric. Je m'occupe du marketing, de l'expérience client et de la communication chez Chronopost. Alors, vous devez vous demander pourquoi un transporteur comme Chronopost vient prendre la parole pour parler d'e-shopper à vous, spécialistes du e-commerce. Eh bien, simplement parce que nous sommes, vous et nous, les maillons d'une seule et même chaîne d'expérience aux yeux de vos e-shoppers. Nos métiers et nos performances sont étroitement imbriqués. Et c'est l'ensemble qui construit la satisfaction et la fidélité de vos clients. À ce titre, nous, transporteurs, on porte une grande responsabilité vis-à-vis de vous, puisqu'on est quelque part, pour partie, dépositaire de votre image, de votre marque et de vos performances. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de Chronopost. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'objet. Nous sommes là pour vous parler de vos clients, leurs attentes, leurs besoins, leurs désirs. Alors, cette keynote, elle va se dérouler en deux grandes parties. Alors, la première partie, va revêtir une dimension européenne, avec les enseignements, la synthèse de l'étude menée auprès de 25 000 e-shoppers partout en Europe. Et la seconde partie, une dimension beaucoup plus domestique, beaucoup plus nationale, beaucoup plus française, puisqu'on a fait une étude exploratoire pour connaître les besoins et les désirs des e-shoppers français. Alors, sans plus attendre, je vais inviter Jean-Claude Sonnet, le directeur marketing et communication de DPD Group, à me rejoindre. Merci Frédéric. Et à tous, effectivement, nous avons la chance d'œuvrer sur un marché qui est en très forte croissance. Encore l'année dernière, plus 14% de croissance sur le marché français. C'est une moyenne qu'on retrouve sur le marché européen également. Mais surtout, c'est un marché qui évolue très vite, qui change très vite. Et c'est pour cette raison que chez DPD Group, nous avons décidé, il y a quelques années, de réaliser une étude annuelle auprès de 25 000 e-shoppers partout en Europe pour comprendre quels sont les comportements d'achat, quelles sont les attentes, les besoins de ces clients. En un mot, quels sont les ressorts du e-commerce vu des consommateurs. Ça a été le début de notre démarche. Et donc, ce soir, j'ai le plaisir de partager avec vous quelques résultats, les derniers résultats. Et première chose que nous pouvons constater, c'est que le marché français, il en a sous le pied. Pourquoi il en a sous le pied? Parce que lorsqu'on regarde la part des achats en ligne sur l'ensemble des achats de biens physiques, la moyenne européenne s'établit à peu près à 11,5%. En France, nous sommes légèrement en dessous, aux alentours de 10%. On voit que les millennials tirent le marché un petit peu vers le haut. Par leur comportement, ils ont effectivement tendance à être beaucoup plus sur l'achat en ligne. Mais ça reste quand même en deçà de la moyenne européenne et surtout, ça reste en deçà du marché qui est considéré comme étant le plus mature en Europe, le Royaume-Uni. Vous le voyez, la part des achats en ligne sur les biens physiques est de l'ordre de 13%. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que même sur d'autres grands pays, comme l'Allemagne par exemple, l'Allemagne est à peu près au même niveau que l'Angleterre, mais d'autres pays qui paraissent moins matures sont aussi plus en avance que la France. Je prends l'exemple de la Pologne. La Pologne, on est aussi aux alentours de 13% des achats de biens physiques qui se réalisent en ligne. Et ce constat, il est encore plus vrai lorsqu'on fait un zoom sur les acheteurs les plus fréquents du e-commerce. Lorsqu'on prend les 30% de e-shoppers qui achètent le plus, eh bien on se rend compte que le e-shopper français a une fréquence d'achat qui est quasiment moitié moindre que son homologue britannique, qui est 20% inférieur à son homologue polonais, et qui reste encore 10% inférieur à un e-shopper italien ou espagnol. Donc on le voit bien, le marché français n'est pas encore un marché qui est arrivé à maturité,
comparé aux autres pays européens. Et donc, il y a un fort potentiel de croissance si on le compare aux autres pays européens. Ça, c'est le premier constat. Quand on regarde un petit peu plus loin, quels sont les principaux achats qui sont réalisés sur Internet? En Europe, et j'allais dire ça ne surprend personne, les trois principaux achats qui se réalisent en ligne, ce sont la mode, les chaussures et les livres. En France, nous avons une petite spécificité, puisque les livres n'arrivent pas, pourtant en pays de culture, mais le livre n'arrive pas en troisième position. Nous sommes aussi un pays qui aime la beauté, l'esthétique, et donc les produits de beauté arrivent en troisième position. Et encore une fois, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que lorsque nous analysons les comportements d'achat des millennials, les millennials sont toujours plus en avance que la moyenne générale du marché. Un élément aussi intéressant que nous avons constaté dans les achats, il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans l'achat en ligne, c'est l'achat alimentaire et de boissons fraîches. Donc il n'apparaît pas encore dans le top 3, mais aujourd'hui, l'alimentaire et la boisson fraîche commencent à émerger. On est à peu près à 16% des achats qui sont réalisés en ligne sur l'alimentaire et les boissons fraîches, principalement tirés par le UK, principalement tirés par le Royaume-Uni, mais l'Espagne et la France sont plutôt bien positionnés sur cette tendance. Alors, quand on regarde les comportements des acheteurs en ligne, en fait, il y a trois tendances principales qui émergent. Et je les résumerai avec trois mots. Le premier, c'est mobilité. Le deuxième, c'est plaisir. Et le troisième, c'est réputation. Mobilité, on voit qu'effectivement, l'achat sur smartphone, l'achat sur son mobile, est un élément qui croît extrêmement vite. Vous le voyez, plus 11 points au niveau européen. Et c'est un élément extrêmement clé dans l'acte d'achat aujourd'hui. Et là, pour le coup, on voit que la France est, j'allais dire, plutôt très mal positionnée par rapport à ses voisins européens. Seulement 37% des e-acheteurs déclarent faire leurs achats sur leur smartphone. Encore une fois, vous le voyez, les millennials tirent le marché vers l'avant. Mais quand on compare les millennials, la moyenne des millennials européens et la moyenne des millennials français, là encore un écart. On est à 62% au niveau européen et que 56% au niveau français. Les champions toutes catégories en Europe sur l'achat en ligne via leur smartphone sont les Roumains. 65% des Roumains font leurs achats en ligne sur les smartphones. Et c'est une tendance qu'on retrouve quasiment dans tous les pays de l'Est. La France clôt le peloton en Europe avec la Belgique sur ce domaine. Donc ce premier point, la mobilité, c'est une tendance extrêmement forte que l'on retrouve partout, sur tous les marchés et également en France, même si nous sommes un peu en retrait. Deuxième tendance intéressante et clé, c'est le plaisir, c'est l'achat d'impulsion. Un tiers des e-shoppers en Europe réalisent un achat par plaisir, d'impulsion. C'est la même moyenne en France. On le voit encore, les millennials sont là plus en avance que leurs aînés, notamment en France, avec 42%. Et si on veut faire un petit benchmark européen, il faut savoir que les Hollandais sont le plus sur la retenue en termes de plaisir et d'achat d'impulsion. Seulement 26% d'entre eux déclarent faire des achats de ce type, alors que les Slovènes, eux, s'en donnent à cœur joie, j'allais dire, puisqu'ils sont près de 60% à déclarer acheter sur impulsion en ligne. Voilà les deux premières. La troisième, c'est la réputation. Et la réputation est quelque chose qui progresse extrêmement vite aussi dans les tendances. C'est que aujourd'hui, les acheteurs en ligne prennent énormément compte des avis qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, les préconisations qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux, les avis d'influenceurs, des blogueurs. C'est quelque chose qui est extrêmement fort. Vous le voyez aujourd'hui, un tiers des acheteurs déclarent prendre en compte ces avis pour déclencher un achat sur Internet. Et alors c'est intéressant parce que
quand la préconisation sur les réseaux sociaux et les influenceurs augmente, on voit que le bouche à oreille traditionnel diminue. Donc il y a un transfert dans la vie digitale, j'allais dire, de la préconisation, qui est un élément extrêmement fort que nous constatons dans nos études. Encore une fois, la France, par rapport à ça, est un peu en retrait par rapport aux autres pays européens, et notamment par rapport aux pays de l'Est, qui, eux, sont véritablement les pays qui sont les plus digitaux dans leur comportement d'achat en ligne. Quels sont les éléments clés qui structurent le profil d'un acheteur en ligne en Europe? Le premier point, c'est la confiance. La confiance, c'est un élément clé parce que lorsque l'on regarde les principaux freins, les principales barrières qu'expriment les e-shoppers pour dire finalement, je ne vais pas acheter parce que j'ai peur de quelque chose, eh bien en fait, tout est lié à la confiance. Confiance dans le site marchand sur lequel je vais réaliser mon achat. Et ça, c'est le premier élément qui est cité par les e-shoppers, c'est s'il y a une mauvaise réputation, si le site marchand a une mauvaise réputation, c'est clairement un élément qui, pour moi, va m'arrêter d'acheter sur ce site. On le voit, c'est quelque chose d'assez cohérent partout en Europe. Encore une fois, les millénials sont plus sensibles au bad buzz, entre guillemets, sur Internet, et ça constitue pour eux un vrai frein. Le deuxième point qui est cité, c'est la sécurisation des paiements. Et alors, on a constaté sur cette dernière année une progression extrêmement forte de cet item. Alors, je ne sais pas si c'est lié à toutes les problématiques de protection des données personnelles, mais c'est quelque chose qui a été très, très symptomatique de la dernière étude. Et la France, dans ce cadre-là, est vraiment le pays qui attache le plus d'importance en Europe, avec la Hongrie, qui attache le plus d'importance à la sécurité du paiement. Bien entendu, la livraison payante est aussi un élément qui peut être considéré par les e-shoppers comme étant une barrière à l'achat. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'en France, c'est un peu inversé. En France, le consommateur attache énormément d'importance à la disponibilité du bien qui est proposé sur Internet. C'est quelque chose qui le distingue également de la moyenne européenne. Confiance, mais également choix. C'est aussi quelque chose qui ressort extrêmement fortement de nos études. C'est que le e-shopper attend énormément de choix, de flexibilité, et ça se retrouve principalement dans les modes de paiement, mais ça se retrouve également sur les modes de livraison qui sont proposés. Alors bien entendu, pas de surprise, la livraison à domicile reste en Europe le mode de livraison préféré des acheteurs en ligne, aux alentours de 80%. Alors il y a des pays, c'est même encore plus fort, 85, 86%. Je pense à l'Autriche, à la Suisse, à la Hollande par exemple. Mais la livraison à domicile perd du terrain au profit des solutions alternatives de livraison. Vous le voyez, le point relais, le bureau de poste, au travail, dans une consigne automatique, chez un voisin, dans un lieu sûr. Le fait de proposer une multiplicité de lieux de livraison est un élément qui est extrêmement important pour le e-shopper, et c'est un élément qui peut déclencher un achat plus facilement. En tous les cas, c'est considéré comme un élément qui permet de lever une barrière à l'achat puisqu'il propose de la flexibilité. Là, encore une fois, nous constatons des différences en Europe. La France, et vous le voyez, particulièrement est un pays de point relais. 53% des Français, des acheteurs en ligne français, déclarent aimer la livraison en point relais. C'est une spécificité qui est très forte en France, qu'on retrouve un petit peu en République tchèque, en Belgique, dans une moindre mesure, mais c'est quelque chose qui est très particulier. La consigne, particulièrement, est appréciée en Estonie. En Estonie, 80% des e-acheteurs déclarent vouloir se faire livrer dans une consigne automatique. Particularité de ce pays. Lorsqu'on regarde les solutions de livraison chez un voisin ou dans un lieu sûr,
C'est une proposition qui retient totalement l'attention, principalement des e-acheteurs en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc vous le voyez, selon les pays, il y a des habitudes culturelles, mais qui renvoient toutes au même élément qui est plus j'ai de choix, plus j'ai de flexibilité, mieux je me sens à l'aise dans mon achat sur mon achat en ligne. Et ce choix, il se traduit également sur un point qui pour nous transporteurs est important, comme vous pouvez l'imaginer, c'est de connaître le transporteur lors du check-out. Lorsque je finalise mon achat, le fait de connaître le transporteur est pour moi, acheteur, un élément important. C'est encore plus important pour les millennials, vous le voyez. À 75%, les millennials nous disent le fait de savoir quel est l'opérateur de transport qui va assurer la livraison est un élément clé. Et c'est un élément clé pour deux choses. Premièrement, parce que ça me rassure. Je connais l'opérateur de livraison, je suis rassuré. Mais également, si je le connais, ça me permet encore une fois de faire un choix. Et on renvoie effectivement à ce profil caractéristique de l'acheteur en ligne qui est je veux du choix, je veux de la flexibilité, je veux de la liberté pour pouvoir me sentir totalement réassuré. Voilà en quelques mots et en quelques chiffres les principaux enseignements de cette grande étude qui a été réalisée partout en Europe. Donc vous le voyez, un marché du e-commerce en Europe qui est très différent selon les pays, qui est vraiment le reflet des pratiques culturelles et des pratiques économiques de chaque pays, mais avec des éléments consistants que nous retrouvons partout en Europe. Premièrement, c'est la confiance, la sécurité, élément clé. Je veux être rassuré, je veux être en confiance, je veux être sûr que mon achat se réalise dans les meilleures conditions de confiance et de sécurité. Et puis ce deuxième élément qui est le choix, la flexibilité qu'il doit m'être donné pour que je puisse réaliser mon achat parfaitement sereinement. Ce sont les deux éléments clés et ces deux éléments sont encore plus clés lorsqu'on regarde les millennials et les nouveaux acheteurs. Nous nous rendons compte que lorsque nous regardons les millennials et les nouveaux acheteurs, ils sont beaucoup plus exigeants que leurs aînés. Le niveau d'exigence aujourd'hui des jeunes et des nouveaux acheteurs progresse extrêmement vite. Et je trouve que c'est un beau challenge pour les e-commerçants que vous êtes et les transporteurs et les autres partenaires de la chaîne de valeur que de relever ce défi qui est d'apporter les bonnes réponses à un niveau d'exigence qui est accru de la part de nos e-consommateurs. Et c'est un beau challenge qui est d'autant plus enthousiasmant que nous sommes sur un marché qui, nous l'avons vu, est en forte croissance et qui, en tous les cas en France, garde encore un gros potentiel de croissance. Donc plutôt un message d'optimisme pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Merci. Merci. Pour cette restitution du baromètre eShopper. Alors, on va maintenant aborder la deuxième partie de cette keynote avec une étude exploratoire qui avait pour objectif de répondre aux questions qui s'affichent. Quelle est la place de la livraison dans le parcours d'achat e-commerce? Y a-t-il de nouveaux désirs de livraison? Et quel est l'impact de la livraison sur l'image du e-commerçant? Pour pouvoir y répondre, on a fait appel à un cabinet qui s'appelle Be Better & Co. Et j'invite son représentant à me rejoindre, Xavier Filleul de Raymond, directeur associé Be Better & Co. Alors Xavier, pour commencer, quelques mots rapides de méthodologie de l'étude. D'accord. Donc c'est une étude qu'on a réalisée en fait pour le compte de Chronopost en ce début d'année, en 2019, en janvier et février, qui s'articule en fait sur deux pieds. Le premier, c'est une partie qualitative, avec la réalisation de 3 focus group qui réunissaient dans un cas des hommes, dans un cas des femmes, et évidemment, on a parlé tout à l'heure des millennials, qui sont une population particulièrement intéressante. On a voulu un groupe mixte avec des 18-30 ans pour voir si justement il y avait des écarts de perception et d'avis par rapport au e-commerce.
Et puis, on a recueilli ces avis, on a recueilli ces tendances qui nous donnaient comme attente et on les a quantifiées auprès d'un échantillon de 1000 Français représentatifs des acheteurs de e-commerce, donc qui ont été interrogés en France par Internet sur l'ensemble du pays. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les principales motivations des e-shoppers à choisir un achat e-commerce ? En fait, elles peuvent se regrouper, Frédéric, autour d'une idée phare, qui est l'idée du shopping augmenté. Alors, qu'est-ce que c'est que le shopping augmenté ? Grosso modo, les Français nous disent « le e-commerce me permet de devenir un super shopper ». C'est-à-dire, il m'apporte des atouts, des capacités que ne m'offre pas ou ne m'offrait pas le commerce traditionnel. Et donc, je me tourne vers cette sorte d'efficacité augmentée pour pouvoir faire mes achats et en tirer une satisfaction qui est supérieure à celle que j'aurais dans le commerce traditionnel. Donc on va détailler tout à l'heure la composition, même maintenant, de ce qu'est le shopping augmenté. Ça passe d'ailleurs d'abord, et ce n'est pas une surprise pour vous e-commerçants, par ce qui a fait l'ADN quand même du e-commerce, c'est d'y trouver plus de discounts. Il ne faut pas se tromper, on n'est pas là uniquement pour trouver des prix bas, c'est vraiment du discount. C'est-à-dire que ça associe dans une marque et pour un produit donné des prix qui sont plus avantageux que ce que je peux trouver dans le e-commerce. Ensuite, on a une seconde composition en fait, de ce shopping augmenté, c'est des offres réellement sur mesure. C'est-à-dire, on va y revenir, c'est la capacité de trouver la perle rare au sein d'un océan de champs des possibles, représenté par Internet et la toile en règle générale. Enfin, c'est des caractéristiques qui sont un peu plus propres à Internet, bien entendu, mais qui sont tout à fait concrètes. C'est plus de rapidité, c'est-à-dire évidemment par rapport à un déplacement dans un point de vente ou dans des points de vente, même pour aller trouver le produit qui correspond. On a une notion de rapidité, d'immédiateté qui est associée aussi d'ailleurs à la fluidité des sites, qui est reconnue comme étant de plus en plus confortable, le confort étant une autre dimension, c'est-à-dire le confort de l'achat sur Internet via le e-commerce, en fait, s'articule autour à la fois de la navigabilité des sites, qui est devenue, d'après les e-shoppers, excellente, et d'autre part, dans le fait, j'allais dire plus classiquement, de pouvoir se faire livrer les produits chez soi, à domicile, sans avoir à se déplacer. Et enfin, il y a la notion, alors qui regroupe un peu de la rapidité, du confort, mais de où je veux, quand je veux. Très concrètement, c'est en fait le e-commerce qui abolit les notions de distance et de temps. Je veux acheter en Chine, depuis la France, à 1h du matin, le produit qui correspond à ce dont j'ai envie, à l'instant où j'en ai envie, je peux le faire. Et ça, c'est reconnu comme étant une spécificité du e-commerce. Donc en fait, les motivations qui poussent un e-acheteur français à se tourner vers le e-commerce, ils sont de deux ordres. C'est de l'ordre du quoi, la bonne affaire, comment trouver effectivement cette perle rare au sein de cet océan des possibles, et la e-efficacité, qui est vraiment propre à ce que peut apporter le e-commerce et qui n'arrive pas aujourd'hui à apporter, ou n'arrive plus peut-être aujourd'hui à apporter le commerce. Il l'exprime en une dernière phrase qui est vraiment intéressante, c'est finalement le e-commerce, c'est la capacité du commerce à s'adapter à ma vie actuelle, avec tout ce qu'elle a de fracturé, d'aléas, de temps qui se réduit, etc. Et c'est non plus moi qui dois m'adapter finalement au commerce, comme c'était le cas auparavant. Voilà pour les motivations. Alors, on le voit au travers ces 5 motivations. On ne parle pas simplement de produits, là, on parle véritablement d'une offre qui est globale. Oui, et c'est très important, c'est-à-dire dans la recherche qu'ils font, et d'ailleurs quand ils parlent de discount, c'est comme ça qu'ils en parlent, c'est-à-dire c'est pas seulement le prix du produit, c'est pas seulement l'accès au produit, c'est l'accès à une offre globale qui va me permettre à la fois de trouver le bon produit dans les conditions d'accessibilité ou de livraison en particulier d'ailleurs, qui correspondent à mes attentes, à mon besoin du moment. Et c'est très important puisqu'on le verra par la suite, ils ne dissocient pas justement dans leur parcours d'achat et dans les motivations à acheter via le e-commerce, cette notion de produit d'un côté ou de recherche du produit, d'accès au produit, aux notions d'acquisition. Eux, ils vont chercher une offre qui est beaucoup plus globale en fait, et qui comprend l'intégralité de cette chaîne de valeur. On peut noter également que le e-shopper, il est en recherche d'efficacité, c'est très rationnel, c'est très pragmatique finalement. La recherche de plaisir, il n'y a pas grand-chose en recherche de plaisir. Oui, Jean-Claude en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vrai que ça donne quand même le sentiment qu'on est dans une recherche avec l'e-efficacité de performance augmentée. Et il semble qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le plaisir. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand on discute avec eux, on se rend compte qu'il peut y avoir une certaine jubilation même à être justement dans cette position de super shopper et de pouvoir trouver le produit au bon moment, à pouvoir trouver la bonne affaire au milieu de la botte de foin, finalement, la bonne aiguille au milieu de la botte de foin. Et c'est ça finalement qui va apporter du plaisir. En revanche,
on note qu'il y a une certaine absence du plaisir, que je dirais un peu traditionnel, qui est lié au commerce, c'est-à-dire le plaisir d'échanger, le plaisir de se promener, le plaisir de se déplacer, etc. C'est vrai que les e-acheteurs ne sont pas trop portés en fait, sur ces éléments-là, j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui, pour teaser un tout petit peu pour la suite. Alors, donc on a vu les motivations. Quels sont les freins à l'achat e-commerce? Très clairement, ils sont inscrits dans cette seule et même phrase, c'est-à-dire qu'il y a encore trop d'aléas. Ça, c'est un vrai problème. Il n'y a pas assez de considération et pas assez de commerce. Donc ça peut paraître contradictoire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais justement, il y a une forme de maturation du e-shopper qui fait qu'après la e-efficacité et le shopping augmenté, ils sont en attente d'autres choses de votre part. J'ai un vôtre qui est large, hein, c'est tous les acteurs de la chaîne de valeur en matière de e-commerce. Le premier point, c'est qu'il vous continue de vous interroger sur la qualité d'exécution de la livraison. Elle est jugée trop inconstante, elle est jugée en dents de scie, elle est jugée pas assez précise, ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, je vais me retrouver avec un incident sur 100 séquences d'achat qui va gommer en fait, tout le bénéfice qu'il aura pu avoir sur les 100 séquences d'achat qui se sont très bien passées. Ensuite, il y a une problématique de personnalisation. La personnalisation, qui est, en tout cas telle qu'ils le perçoivent eux, qu'ils leur aient proposé, ils la jugent beaucoup trop mercantile et beaucoup trop en amont. C'est-à-dire qu'ils disent ça pour m'attirer vers votre site, pour m'attirer, pour m'inciter, pour me séduire justement à acheter vos produits. Il n'y a pas de souci. Par contre, la personnalisation qu'on évoquait d'ailleurs tout à l'heure, celle qui consiste à me proposer des conditions de livraison qui justement me permettent de répondre à mon besoin de où je veux, quand je veux, et ben là, ils estiment qu'il y a encore des efforts à faire, et les chiffres européens le montrent, c'est-à-dire qu'on a justement un développement des possibilités, du champ des possibles qui est proposé pour pouvoir répondre de façon de plus en plus précise et de plus en plus pointue en fait, aux attentes des e-shoppers. Et puis, on a un déficit d'humain et de relationnel. Là, on verra dans le détail que ça peut se traduire différemment, mais globalement, ils reconnaissent quand même qu'à la fois le e-commerce dans ses modèles de fonctionnement et évidemment dans le principe d'achat en ligne manque peut-être d'humanité, d'incarnation. Et enfin, un dernier point, c'est l'engagement sur le respect de l'environnement. C'est pas du greenwashing qu'ils attendent, c'est pas une tarte à la crème non plus, c'est quelque chose d'important. On va le voir par la suite justement dans les leviers actionnés qui peuvent permettre justement d'optimiser les ventes dans le e-commerce. Alors finalement, si on avait si je reprends la casquette du transporteur, si j'avais à catégoriser, il y aurait deux catégories finalement. Le respect de la promesse de livraison. Dès lors qu'on s'engage, on respecte la promesse. Et puis un deuxième axe qui est lié plutôt à l'innovation, ce qu'on appelle les nouvelles frontières du e-commerce. Donc la personnalisation où je veux, quand je veux, forcément, ça fait appel à une livraison avec beaucoup plus de précision. Précision quant au slot de livraison, précision quant au lieu de livraison, à la personne qu'on va livrer. Le deuxième item sur l'incarnation plus humaine de la relation, on peut très bien la lier effectivement au livreur, mais aussi aux conseillers clientèle dans les centres de relations clients, lorsque vos clients appellent pour avoir des informations sur la livraison. Et enfin, le troisième item, il est assez évident pour nous transporteurs, l'environnement, les camions, les avions, forcément, il y a un lien direct avec la livraison. Alors, on a vu les motivations, on a vu les freins, les plus, les moins, au final. C'est pas mal. Ils nous notent comment, finalement, les e-shoppers français? Plutôt bien. C'est-à-dire que sur l'ensemble de leur expérience, donc on leur a demandé de s'exprimer sur leur expérience d'achat sur le e-commerce des 6 derniers mois, au moment où on les a interrogés. Et en fait, les notes sont plutôt pas mal. On va les voir ici. Donc, on a une note globale qui est présentée en fait, sur un score de satisfaction sur une échelle de 1 à 10 par rapport à leurs achats en e-commerce des 6 derniers mois. Et c'est noté 7,7 sur 10. On est pas mal. Quand on regarde un peu plus dans le détail et qu'on s'intéresse à la livraison à l'intérieur de cette chaîne de valeur, eh ben, on est dans des proportions qui sont tout à fait identiques. Alors, pour bien lire les résultats, il faut avoir en tête que sur ces indicateurs de score, la zone d'excellence, c'est pas de chance, commence à 8 sur 10. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on est sur des notes qui sont satisfaisantes, mais on peut aussi considérer qu'il y a des marges de manœuvre. Donc effectivement, il y a deux façons de voir les choses. Donc 7,6 pour la livraison, c'est plutôt une note qui est correcte, synonyme d'une industrie qui est mature, d'une activité qui est maîtrisée. Ceci étant, quand on le relie aux chiffres juste après, c'est là qu'on voit qu'on a un peu de travail, puisque 93% des e-shoppers considèrent que la livraison doit gagner en fiabilité et en constance. C'est le paradoxe. 93%.
Donc là, très clairement, les e-shoppers nous disent il faut qu'on fasse, nous, transporteurs, mieux. Et qu'on vise l'excellence, c'est-à-dire la note supérieure à 8. Et il y a 3 raisons à cela. La première, c'est que le volume du e-commerce, il n'arrête pas d'augmenter. Donc mécaniquement, si on reste à ce niveau-là, notre note, elle va baisser. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le niveau d'exigence des e-shoppers, de vos clients, il est de plus en plus fort. Donc il faut qu'on arrive à faire progresser la qualité des livraisons plus rapidement que l'exigence des e-shoppers. Et enfin, la troisième raison, elle est liée à ces 2 chiffres. Clairement, dans l'esprit du e-shopper, le transporteur, c'est le site e-commerce. Ils ne font pas la différence. C'est-à-dire que nous, transporteurs, c'est vous dans les yeux du e-commerce. Donc, je le disais en introduction, on a une responsabilité forte vis-à-vis de vous, puisqu'on représente votre image. Alors, s'il y a un message à retenir sur cette seconde partie, c'est bien celui-là. C'est qu'on est dépositaire de votre image, de votre marque. Et en cela, donc, on porte cette responsabilité, et on le sait très bien, l'image, elle est porteuse de préférence sur le site. Et dès lors qu'on parle de préférence sur le site, on parle quelque part de business. Alors, concrètement, les shoppers nous ont dit 7,6, c'est pas assez. Donc comment on fait pour arriver à 8 ? C'est the question. En fait, assez logiquement, par rapport à ce qu'on a vu des freins et des motivations des e-shoppers par rapport au e-commerce, on se retrouve avec 3 grands blocs sur lesquels vous avez intérêt, ce n'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas à viser l'excellence, e-commerçants et partenaires, pour pouvoir progresser. Le premier, c'est l'excellence d'exécution. Le second, c'est l'excellence relationnelle. Et le troisième, c'est l'excellence dans votre engagement pour l'environnement. Juste une précision là-dessus, vous le comprendrez, il est évident que si on ne règle pas ou si on ne progresse pas en termes d'excellence sur le premier, c'est très difficile d'envisager les 2 autres. Mais dans tous les cas, il faut travailler en parallèle ces 3 éléments. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de ces 3 leviers, de ces 3 éléments. Dans l'esprit, dans les yeux des e-shoppers, ça correspond à quoi ? L'excellence d'exécution. Alors, l'excellence d'exécution, eux, la première chose qu'ils y voient, encore une fois, c'est logique avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la chasse aux aléas. C'est-à-dire, il faut me réduire, c'est ce qu'ils nous disent, cette espèce de phénomène en dents de scie qui fait qu'après avoir payé mon achat, je rentre dans un tunnel où je ne sais pas exactement ce qui va sortir. Ça peut être une très bonne surprise, ça peut être une mauvaise surprise, mais il y a cette notion d'aléa, d'ailleurs, qui va à l'encontre du concept de super shopper ou de shopper augmenté, qui fait qu'il y a une problématique de maîtrise. Et puis, c'est un peu le syndrome du train qui n'arrive pas à l'heure, c'est-à-dire que ça peut se passer dans 99% des cas très bien, et c'est le 1% qui va peut-être pas ruiner, mais en tout cas dégrader l'image du e-commerçant, puisqu'on a vu qu'effectivement, c'est lui qui était jugé responsable en cas de problème. Donc la chasse aux aléas, c'est, j'allais dire, la pierre angulaire de la progression vers l'excellence pour les e-commerçants et leurs partenaires. Ensuite, et c'est lié à ça aussi, c'est une meilleure information. En fait, ils attendent 2 types de meilleure information. La première, c'est en amont de l'acte d'achat, donc avant l'engagement, on va dire, du processus de livraison, sur les conditions de livraison, les conditions de retour. Ce n'est pas encore suffisamment clair pour eux, ce n'est pas encore suffisamment limpide, évident. C'est-à-dire qu'ils sentent que parfois, ou ils pensent parfois que le e-commerçant cache des choses, ne veut pas dire d'autres choses, etc. Et ça, c'est quelque chose qui leur pose problème et qui va créer derrière les conditions des aléas. C'est-à-dire que s'il y a une incompréhension à un moment donné sur les conditions de livraison, par exemple, ou les conditions de retour, et que à l'épreuve finalement de sa livraison, enfin de son achat, le e-shopper se rend compte que ce n'est pas exactement ce qu'il avait prévu, pour lui, ça constitue la même chose que les aléas dont on parle précédemment, et donc la dégradation de l'image du e-commerçant. Alors, l'information, je vais vous donner un exemple assez concret pour vraiment illustrer le fait que l'information, elle est clé. Elle est clé à la fois pour vous comme pour nous. C'est le numéro de téléphone du destinataire. Très clairement, cette information, elle est fondamentale pour nous. Pourquoi ? Parce que le livreur, s'il n'arrive pas à trouver l'adresse, il contacte votre destinataire et ça va l'aider dans sa livraison. Autre exemple, toujours avec le même numéro de téléphone, s'il y a un souci, s'il y a un aléa dans le cas du transport, et ça peut arriver, quoi qu'il en soit, avec le numéro de téléphone, on peut informer le destinataire et ça va éviter qu'il reste chez lui à attendre son livreur. Donc l'information, elle est clé. Ce qu'on remarque aussi dans l'excellence d'exécution, c'est qu'il y a
globalement une volonté de réduire les délais. 48 heures, 24 heures, livraison sur rendez-vous, avec des slots de plus en plus réduits. On passe de 2 heures à 1 heure, à 30 minutes. Il y a une volonté effectivement de réduire dans le temps les délais de la livraison pour aller de plus en plus vite. Il y a un phénomène de besoin de possession dès lors qu'on a acheté le produit sur Internet. Et enfin, il y a la demande de personnalisation du choix. On l'a déjà un petit peu défloré tout à l'heure. L'idée, c'est effectivement peut-être d'avoir une personnalisation, encore une fois, qui est un peu moins mercantile, un peu moins marketing, un peu moins dans la séduction et un peu plus dans l'utilité et justement en accord avec ce besoin de choix de solutions dans les actes d'achat. Alors, on a vu l'excellence de l'exécution, on va aborder l'excellence de la relation. Et là, je vais être honnête, il y a une petite surprise. En fait, surprise, pas tant que ça. C'est-à-dire que vous êtes, tu l'as dit tout à l'heure, un marché qui arrive à maturité techniquement, en termes d'exécution, c'est-à-dire qu'on voit qu'on atteint des seuils qui sont quand même assez satisfaisants. Et finalement, ce que les e-shoppers vous demandent aujourd'hui, c'est peut-être non pas un retour en arrière, mais de dire, dans e-commerçant, il y a commerçant. Et dans commerçant, il y a commerce. Et dans commerce, il y a finalement ce que je recherche ou ce qui me manque aujourd'hui en termes d'humanité, en termes d'incarnation, en termes de relations. Donc ce n'est pas complètement illogique qui vous demande effectivement de rentrer dans cette nouvelle dimension quelque part après avoir comblé celle de l'e-efficacité. Et la meilleure expression de ça, alors, en plus, c'est vrai que la livraison, pour le coup, se trouve être le moment où on réunit toutes les conditions pour que cette incarnation, cette humanité, elle trouve son sens. C'est le seul moment finalement du processus d'achat ou du parcours client où on va retrouver un produit qui va devenir bien réel, un acheteur qui est bien réel et en face de lui, un livreur, qui lui représente finalement un humain, bien réel, a fortiori, qui est censé, en tout cas dans les yeux du e-shopper, représenter la marque du site e-commerce sur lequel il a acheté. Donc tu parlais tout à l'heure de responsabilité, elle est d'autant plus grande qu'effectivement, celui qui incarne et humanise en fait l'acte de vente du e-commerce aujourd'hui, c'est le livreur. À tel point d'ailleurs que quand on leur a demandé, et ça c'est pas une idée qu'on a soumise nous, qu'on a poussée, c'est quelque chose qui est venu des groupes avec lesquels on a travaillé, on a une gentille dame qui nous a dit, mais au fond, le livreur doit être le dernier des vendeurs du site de e-commerce sur lequel j'ai acheté. Donc on a testé cette affirmation auprès de nos 1000 e-shoppers français, et il s'avère qu'ils sont près de 80% à être d'accord avec ce principe-là. Dans la relation, finalement, tout est digital. Il y a un moment qui est physique, c'est le moment où il y a le livreur qui a votre produit et en face votre client. C'est le seul moment qui est physique. Et ce moment, il est précieux. Il est même stratégique, quelque part. Alors, vision transporteur, je vais être honnête, tous nos livreurs en faire des vendeurs, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, par contre, fort de ça, on ne peut pas l'ignorer. Donc, on a commencé à réfléchir, à travailler sur cette, effectivement, remontée client. Alors là, on est en phase effectivement de réflexion sur créer un protocole auprès de nos livreurs pour définir d'une posture, d'une façon de communiquer vis-à-vis du destinataire, de faire preuve d'attention vis-à-vis de lui, donc posture et discours du livreur. Bien évidemment, tout ça, ça passe par de l'accompagnement, de la formation pour démultiplier tout ce protocole. Et puis, une fois qu'il est démultiplié, ça passera aussi par de la mesure. Faire des enquêtes post-livraison auprès des destinataires, auprès de vos clients, pour mesurer un NPS par livreur et ainsi définir le niveau de satisfaction de vos clients sur cet item. D'autant plus, Frédéric, que cette évaluation par les e-shoppers des livreurs, c'est une idée qui est remontée aussi des e-shoppers. Donc c'est intéressant que les choses se rejoignent. Alors, on va aborder le dernier levier pour atteindre cette excellence, donc supérieur à 8. C'est un levier qui est évident, je pense qu'on est à peu près tous convaincus du sujet. C'est le levier environnemental et sociétal. Alors, l'environnement, ça peut très vite devenir ce qu'on appelle un peu dans le jargon une tarte à la crème, c'est-à-dire, ou l'arbre, le marronnier en l'occurrence. Voilà. Donc ça peut être, c'est un peu la chose dont on parle beaucoup, etc. Par contre, ils sont très clairs, les e-shoppers, quand on parle avec eux, et encore plus les jeunes de moins de 30 ans, sur ce sujet-là, ils ne veulent plus de discours.
ils ne veulent plus de photos, d'images avec des garçons en chemise à carreaux dans des champs de betteraves, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'apporter des preuves d'engagement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus des communications sur l'engagement, ils veulent des preuves d'engagement. C'est-à-dire à quel moment est-ce que je vais trouver dans la chaîne de valeur d'achat de mon produit sur le e-commerce des preuves qui font que je comprends que le site e-commerçant sur lequel je suis en train d'acheter est engagé et responsable dans sa démarche vis-à-vis de l'environnement. Donc illustré par le verbatim que vous avez eu là. L'engagement écologique, il est important au moins pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est le critère le plus salement noté de l'enquête qu'on a faite. Avec 5,7 en termes de satisfaction, c'est clairement le critère sur lequel les e-commerçants sont évalués le moins positivement. Pour autant, ce n'est pas le dernier des leviers de préférence. On a une méthode qui nous permet de calculer, en fait, pour chacun des critères, quelle est la force de l'effet de levier sur la préférence pour un site de e-commerce. C'est-à-dire, en d'autres termes, le site de e-commerce qui est capable de prouver en fait, son engagement en faveur de l'environnement, avec quelle force est-ce qu'il aurait la préférence des e-shoppers. Et on a, vous voyez, un point d'écart, ce qui est assez important en fait, sur une échelle de 1 à 10, qui veut dire que la note de satisfaction n'est pas à la hauteur en fait, de l'effet de levier. Et ce qu'on sait par d'autres enquêtes qu'on a pu réaliser, c'est que cet effet de levier, il progresse, pas seulement pour le e-commerce. Donc il commence à être temps de se saisir de la question, et effectivement de s'en saisir en se disant quelle valeur on peut créer, qu'est-ce qu'on peut prouver effectivement en termes d'engagement aux yeux de nos e-shoppers. Donc là, ce qui apparaît, c'est qu'au-delà des effets de communication, au-delà des contraintes réglementaires auxquelles nous, transporteurs, on est confrontés de plus en plus pour livrer les centres-villes, cette dimension environnementale et sociétale a une vraie valeur à la fois pour les e-commerçants, mais aussi pour nous, transporteurs. Là, très clairement, c'est l'axe sur lequel, c'est le levier sur lequel il faut qu'on réussisse à travailler. Vous avez cet exemple, par exemple, qui a été donné. Alors évidemment, tout ce qu'ils ont proposé n'est pas forcément applicable. Ils n'ont pas les contraintes en tête, ils n'ont pas les contraintes financières de réalisation, etc. Mais il n'empêche que les réflexions qu'ils ont pu avoir, comme celle qui est affichée ici, elles montrent quand même un degré de maturité qui dépasse les généralités. C'est-à-dire qu'ils ont des vraies idées. Sans qu'on l'aurait d'ailleurs suggéré au départ, ils nous parlent de la réduction des vides dans les colis, ils nous parlent de la réduction des emballages, et ils vont jusqu'à nous parler de cette idée qui est de dire je commande un produit encombrant, si on pouvait me reprendre en fait, au moment de la livraison les déchets, et que j'ai l'assurance qu'il y a un système de recyclage qui a été mis en place derrière, eh bien, on associe à la fois la e-efficacité avec le respect de l'environnement. Et ça, c'est des idées, par exemple, sur lesquelles 61%, je le fais de mémoire, mais 61% des e-shoppers qui ont été interrogés, en fait, disent qu'ils sont favorables et qui préféreraient le site e-commerce à d'autres qui proposent en fait ce type de solution. Donc on n'est plus, effectivement, comme tu disais, dans du discours, dans du paraître, dans des annonces. On est vraiment dans une recherche d'éléments tangibles qui vont opérer des choix et des sélections en fonction des e-commerçants à offre égale par ailleurs. Vous avez tous compris que ce n'est pas le critère numéro 1, mais il commence à prendre une place importante en fait, à offre identique ou à peu près similaire. Alors sur ce levier environnement, la profession et le transporteur, il y a des choses qui se passent. Je prends un exemple chrono. On a pris un engagement extrêmement fort de livrer en mode doux au milieu de cette année toute la région Île-de-France, c'est-à-dire à vélo, à pied, en véhicule électrique, et on n'est pas les seuls à le faire. D'autres de nos confrères aussi prennent des engagements forts sur cet item. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est votre image, la nôtre, et donc on doit absolument travailler rapidement, en profondeur, vite sur cette thématique environnementale. Alors après, une question qui se pose, c'est que cette excellence, exécution, relation, environnement, cette note qu'il faut dépasser de 8, tout ça, c'est un coût. Tout ça, c'est un coût. Et la question, c'est de savoir si le e-shopper est prêt à le payer, ce coût. Alors évidemment, on est dans une étude, on a toujours les mêmes réflexions, c'est une étude, ça ne résiste pas à la vraie vie, etc. Mais il n'empêche qu'on a testé une méthode d'évaluation. Alors il y a d'autres méthodes qu'on pourrait mettre en œuvre pour vraiment avoir des trucs fins, mais déjà c'était une première méthode d'évaluation pour savoir quel était le type en fait, de service qu'ils étaient en mesure de payer. Typiquement, le service qu'on a vu tout à l'heure, il y a un peu plus de 30% des gens qui seraient aptes à payer. Alors là où ça devient compliqué, c'est qu'en fait, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tout est histoire de circonstances. C'est-à-dire c'est le produit que j'achète, au moment où je l'achète, avec l'investissement émotionnel que j'y mets, dans les circonstances précises où je l'achète, qui vont faire en fait que je suis prêt ou pas à mettre de l'argent sur un service additionnel. La notion d'urgence, forcément, pour une livraison le lendemain ou une livraison en chrono en 30 minutes, par exemple,
Si je suis vraiment dans l'urgence, par exemple pour une urgence en termes de médicaments, de thermomètre pour le bébé, comme ça nous a été évoqué par exemple, là je suis prêt à mettre 10, 20, 30 euros. Pour être sûr d'avoir ma box qui fonctionne, mise en œuvre chez moi, reçue le dimanche, je suis prêt effectivement à mettre plusieurs dizaines d'euros. Grosso modo, en moyenne, quand on moyennise tout et qu'on enlève les extrêmes, on se retrouve sur des offres de services à valeur ajoutée additionnelle qui peuvent aller de 4 à 7 euros investis de la poche du e-shopper. Donc, on est dans une tendance où il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Je pense effectivement, donc il y avait la livraison en 30 minutes, il y avait la livraison le lendemain, la livraison le dimanche et le suivi des retours, qui est aussi une idée intéressante. C'est-à-dire que vous proposez depuis un moment le suivi de la livraison et le suivi des retours et du remboursement, très probablement, ça les intéresse assez bien. Donc là, ce qu'on est en train d'évoquer, finalement, il faut laisser le choix. Il faut laisser le choix à l'e-shopper. Donc il faut proposer une palette de solutions de livraison. Alors il ne faut pas que ce soit une liste à la Prévert, sinon c'est illisible, c'est obligé de scroller dans tous les sens à faire un choix. Non, il faut pouvoir réussir tout au long du parcours, tout au long du tunnel d'achat du e-shopper, à définir c'est quoi sa personne, son pouvoir d'achat, c'est quoi le produit qu'il achète, c'est quoi les circonstances dans lesquelles il achète ce produit, pour pouvoir lui pousser finalement les meilleures solutions de livraison associées au produit qu'il va acheter. Tu avais l'exemple des fleurs, par exemple, pour la fête des mères, où le fait de pouvoir, pour que le bouquet arrive effectivement le dimanche matin, avant midi, avant le gigot flageolet, et que maman soit contente, et là, je suis prêt à y mettre un petit peu plus, quoi. Et ça, c'est des choses, par exemple, qui nous ont été citées. Alors, pour clôturer cette seconde partie, avant de conclure cette keynote, quelque part, on l'a vu. On a vu, il y a 3 leviers sur lesquels on doit travailler pour atteindre ce niveau demandé par nos clients e-shoppers, par vos clients e-shoppers, ce niveau de 8. Par contre, ces 3 leviers, l'exécution, la relation, l'environnement, si vous les travaillez de votre côté, si on les travaille de notre côté, on ne va pas réussir. L'idée, c'est vraiment les co-construire ensemble, puisqu'ils interviennent dans tous les maillons de la chaîne d'expérience de vos clients. Dans le parcours sur votre site, les informations qui seront communiquées sur la livraison, dans l'acte d'achat, les offres qui vont être poussées, qui vont aider à la conversion du panier, post-livraison, dans l'information qui va être transmise à votre client pour interagir sur sa livraison et faire en sorte que ça s'adapte le plus possible à son emploi du temps. Et puis, en cas de problématique, pour le prévenir, tout simplement, pour qu'il ne reste pas chez lui à attendre le livreur. Et tout ça, c'est possible que si on co-construit ensemble. Alors, on le fait déjà, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à encore aller plus loin, à avancer encore plus avant par rapport à ça. Et je pense que c'est vraiment un facteur clé de succès et d'accélération de business respectifs. Alors maintenant, pour conclure cette keynote, je vais demander à notre président de Chronopost, de venir nous rejoindre, Martin Piechowski. Merci Frédéric, et merci pour votre attention et d'avoir écouté ces résultats de 2 études extrêmement intéressantes pour nous, les transporteurs. Je pense que c'est intéressant pour tous les transporteurs qui répondent tous les jours à vos attentes, aux attentes de vos clients. Je vais essayer de un peu résumer ça sous regard d'un transporteur que nous sommes, pour voir à la fin quelles sont les conclusions et quelles sont les actions, quelles sont les améliorations et qu'est-ce qu'il est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, par rapport à un tas de choses qui ont été dites tout à l'heure. D'abord, globalement, ça ne va pas trop mal. Donc on pourrait être assez content, 7,7, 7,6. La perception globale, 7,7, c'est pas mal. 7,6, les transporteurs, c'est pas trop mal. Il manque 0,4 pour arriver à un niveau de 8. Naturellement, dans les années qui viennent, on améliorerait nos performances et on serait à 8. Or, on voit quand même qu'il y a de vrais freins ou de vraies inquiétudes et de vrais sujets sur lesquels les e-shoppers nous attendent. Et améliorer les choses rapidement, en plus, c'est possible et c'est la bonne nouvelle. Il y a 4 sujets sur lesquels tous les transporteurs travaillent aujourd'hui avec vous
et qui sont très concrètes, et très lisibles, palpables et produisent des effets. Premier point, c'est l'information qui est disponible donc sur les sites du e-commerce au moment de l'achat en ligne, dans le tunnel de commande, avant le check-out du e-shopper. Souvent, et on le vit tous, souvent on ne sait pas ni qui, ni comment la livraison, le transport vont se passer. On le cherche, on sort un peu du tunnel, un peu à droite, à gauche, et on est perdu, on est inquiet, on ne le sait pas qui, dans quelles conditions, avec quel engagement va faire la livraison du colis. C'est un élément aussi important et fort pour le transporteur quand il s'expose, quand il s'engage vis-à-vis de vous, vis-à-vis du shopper. C'est un engagement fort et c'est une responsabilité. Il doit être capable de l'assumer. Cette information aujourd'hui, souvent, à peu près une fois sur deux, n'est pas disponible facilement ou accessible. On cache un peu le contenu de la phase transport, ô combien importante quand même, pendant l'achat en ligne. Le deuxième axe fort d'amélioration qui est en cours, qui avance déjà, et tous les transporteurs ont lancé des évolutions sur ce thème, c'est l'interopérabilité ou interactivité entre le e-shopper et son colis. Quand on dit son colis, c'est son transporteur aussi. Il doit être capable à chaque instant de pouvoir savoir où se trouve son colis. C'est le track and trace, donc tout le monde connaît depuis toujours, depuis des années. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Le track and trace, complété par cette possibilité de modifier la date de livraison, le lieu de livraison, 1 heure ou 2 heures avant la livraison prévue, il faut qu'il ait l'information sur les conditions concrètes dans lesquelles son colis va voyager et pouvoir interagir avec les transporteurs. C'est un point clé et c'est une vraie révolution qui est en cours dans notre profession pour le grand bien de e-shopper et de l'industrie du e-commerce. Le troisième point, c'est le dernier geste, c'est les derniers 10 mètres, Frédéric l'a dit, cette considération, un élément extrêmement attendu, fort de la part de e-shopper. Ils veulent être considérés comme quelqu'un d'important, unique, à qui on s'adresse avec une attention particulière, avec un effort et avec un bonjour, merci, voilà, la classe, quoi. Et ça, on ne sait pas le faire, on ne sait pas le faire bien, on ne sait pas le faire à chaque cas, et on a un énorme quand même chantier. Effectivement, il y a plein de sujets, plein d'idées en cours, mais c'est un vrai sujet aussi par rapport à la pénurie de chauffeurs à laquelle on est confronté, à quelques difficultés de notre métier aussi par ailleurs. Et le quatrième élément, axe fort, ça a été dit aussi, et c'est là où on doit considérer ça plus comme une opportunité qu'une contrainte, c'est notre responsabilité et engagement environnemental et éthique. C'est vraiment plus une contrainte, quelque chose qu'on traite par-dessus la jambe juste pour faire joli et afficher les engagements, les chartes, et j'en passe. Ça doit être de gestes, de faits et des actions fortes, réelles. Et entre autres, ce n'est pas toute Île-de-France, c'est Paris intramuros. Mais on va commencer par le début, donc livrer avec les moyens doux. Déjà une agglomération française pour pouvoir ensuite le faire partout dans le temps en France. Si on rajoute à ça le fait que l'industrie de transport qui vous accompagne investit depuis des années de dizaines, si ce n'est des centaines de millions d'euros pour répondre à la croissance folle et ô combien intéressante, palpitante pour nous, mais qui permet votre développement aussi depuis de nombreuses années, on peut dire qu'on est aujourd'hui dans une vraie relation de partenariat. Et cette relation de partenariat, on doit la faire progresser dans les années qui viennent. On a vécu 10-15 ans extraordinaires. Nous, on s'est développé, comme tous les transporteurs, il y a des transporteurs qui n'existaient pas ou qui étaient de
de petits transporteurs qui aujourd'hui ont des ambitions. C'est parfait, c'est très bien. La concurrence, c'est quelque chose d'extrêmement sain et intéressant. On a fait évoluer nos outils, on a fait évoluer nos performances. Et on vous a permis de vous développer. Maintenant, pour pouvoir se développer dans les années qui viennent, revivre la même aventure dans les 10-15 ans qui viennent, et on sait, moi j'ai eu sur ce salon des rencontres complètement improbables avec les activités qu'on n'aurait jamais imaginé devenir des activités du e-commerce. On a devant nous 10-15 ans fantastiques où tout de toute façon deviendra transportable. C'est une excellente opportunité pour nous, c'est une excellente opportunité pour tous ceux qui ont des idées extravagantes et des idées normales aussi, hein, par ailleurs. Mais on va vivre des choses passionnantes à condition qu'on fasse évoluer aussi notre partenariat, nos ententes, nos discussions, qu'on se comprenne un peu mieux, qu'on comprenne bien que transport aussi fait partie de la chaîne de valeur. Et c'est un élément important de cette chaîne de valeur, surtout que souvent, vous avez aussi externalisé vos systèmes d'information, votre logistique. Donc ça devient un peu compliqué de temps en temps. On a tout intérêt à travailler la main dans la main, ensemble, et relever ces défis. Et ça va être très passionnant. Merci beaucoup.